Donc, on va commencer avec l'hôpital de jour Combeau d'Arnaud, du de la rue Bayen. C'est avec l'hôpital de jour pour adolescents qui vont nous parler du club thérapeutique dans un hôpital de jour pour adolescents. Alors, juste une... Allô? Oui. Ça marche? Oui. Juste une... Voilà, je me présente, Olivier April. Je ne fais pas partie de l'équipe Bayen, mais j'interviendrai à la suite de ces exposés, de ces interventions, donc sur le club thérapeutique. Notion qu'il faudra peut-être repréciser quand même avant toute chose, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas cet outil fondateur, on pourrait dire, de la psychothérapie institutionnelle. Mais bon, donc j'interviendrai après, et puis donc après les interventions. Alors, peut-être simplement l'ordre dans lequel... non, pas d'ordre. Bon, pas d'ordre. Du désordre. Beaucoup de désordre. Et donc, nos noms sont écrits et lisibles. Donc, je m'appelle Laurent Delomo. Alors, un des grands apports de la psychothérapie institutionnelle, c'est l'affirmation qu'il ne saurait y avoir de traitement des psychoses sans traitement de l'aliénation sociale. Le traitement de l'aliénation psychotique ou transcendantale ne va pas sans traitement de l'aliénation sociale. L'aliénation psychotique, c'est tout ce qui sous-tend les manifestations symptomatiques classiques. Ce qui est sous-jacent à la psychose, ce sont le retrait ou le repli autistique, la dissociation, l'indifférenciation, notamment symbiotique, et le délire chronique. C'est la véritable tâche de la psychiatrie que de ne pas s'arrêter aux manifestations superficielles, comportementales, dérangeantes, mais de s'atteler en profondeur à l'abord de ces dimensions-là, de la souffrance psychique, ces dimensions, en fait, de l'au-delà de la tristesse, de tout ce qui découle des plus grandes souffrances précoces, celles qui surviennent avant même de pouvoir être dites. Pour traiter, non pas, ou on va dire plutôt au-delà de l'agitation, la violence, l'agressivité, la psychopathie, mais plutôt donc en profondeur, l'autisme, la dissociation, la symbiose ou le délire, il faut le colloque singulier, il faut la rencontre au long cours, continue, de sujet à sujet. Or, cette rencontre n'est possible que si la personne psychotique évolue dans un milieu, dans une ambiance qui favorise, d'une part, une certaine expressivité symptomatique, et d'autre part, aussi, une mise en scène, une mise en jeu du rapport à l'autre, du rapport aux autres. Il faut que les personnes souffrant de psychose puissent mener une vraie vie, une vie avec des événements, des rencontres, des activités, pour les plus jeunes des apprentissages, une vie qui puisse faire le support d'une histoire. Car si la psychose est la forme que prend la grande passivation d'un être humain, sa réduction à l'état d'objet, pour que celui ou celle qui en souffre puisse accéder à la subjectivité, il faut que soit favorisée sa responsabilisation et sa capacité d'activité, d'initiative, voire de décision. Sur la responsabilisation, un exemple, c'est ce qu'on a vu ce matin avec la PINED, le moment où une patiente qui pose beaucoup de difficultés, qui est même violente, à un moment, on lui confie une clé. Et à ce moment-là, elle s'illumine, on croise son regard sous une frange, et donc il y a à ce moment-là une espèce de véritable contact avec l'autre. Ça, c'est un moment donc de véritable responsabilisation. Cette responsabilisation, elle est possible s'il y a tout ce travail de l'institution en arrière-fond. C'est pas un geste magique, c'est quelque chose qui survient sur un fond d'ambiance. La hiérarchie propre à l'hôpital, qui s'instaure presque de soi-même dès que l'on y prend garde, écrase la subjectivité de chacun et renforce la passivation psychotique. De l'objet de jouissance de l'entourage, le malade psychotique, relégué tout en bas de cette échelle d'asservissement déshumanisant, devient l'objet de la pseudoscience, de la psychiatrie descriptive, entomologiste.
Le concept de club thérapeutique est la réponse la plus aboutie à cette tendance, la tendance donc à la pourriture de l'hôpital, la tendance donc à la hiérarchisation, à la hiérarchie. Et donc Jean Oury n'a jamais cessé de répéter qu'on ne pouvait considérer qu'il y ait de psychothérapie institutionnelle sans club. En particulier, sur le modèle de l'association Loi de 1901, le club est censé être tenu par les pensionnaires de l'hôpital. Présidence, trésorerie, secrétariat, les postes clés sont occupés par des malades. C'est une structure horizontale, centrée sur deux éléments d'organisation incontournables, les ateliers d'ergothérapie, pris en charge par le club, et le comptoir de vente, le plus souvent donc sous la forme d'un bar. L'ergothérapie n'est pas réductible à l'utilitaire, il ne s'agit pas de fabriquer des objets pour les vendre et en circuit fermé, ni à l'occupationnel. Il s'agit de générer des biens visant au fonctionnement du club et à la réalisation de ses projets. De même, l'espace de vente, le point de vente ou le bar est un lieu d'échange concret, notamment d'argent, qui ne relève ni d'une néo-société, ni d'une pseudo ou d'une para-société, mais se trouve absolument enchâssé à la société elle-même. L'authenticité de ces structures est essentielle pour que l'on puisse parler d'un club et que cela débouche sur une véritable subversion de la hiérarchie hospitalière. Historiquement, le club est une émanation d'un certain élan thérapeutique. Il est cependant censé fonctionner en autonomie, émancipé de toute autorité soignante. Dans un établissement qui accueille et soigne des personnes souffrant de psychose, il est à la fois nécessaire et impossible. Impossible comme contraire à ce qui relève de la structuration psychotique, la passivation, mais nécessaire comme lutte contre cette passivation et mise en œuvre de la responsabilisation. Pour résumer, pas de traitement de la psychose sans psychothérapie, mais pas de psychothérapie sans travail de l'ambiance et sur l'ambiance dans laquelle évoluent les patients. Ce travail sur l'ambiance reposant sur l'existence, la pérennité au fil du temps, dans l'histoire d'un établissement, du club thérapeutique. Mais alors, Allô ? Ouais, mais alors pourquoi nous, équipe soignante de Bayen, on parlerait de club thérapeutique alors qu'on n'en a pas ? Mais d'ailleurs, pourquoi il n'y en a pas ? Une des composantes majeures du club, c'est l'argent, c'est les échanges d'argent, l'autonomie de fonctionnement, la relation avec la société via l'argent, et donc la responsabilité. Or, nous accueillons des jeunes qui sont à la fois majeurs et mineurs, et beaucoup sont mineurs. Alors, comment parler de responsabilité avec des irresponsables ? C'est une première question. Et la deuxième, c'est que la circulation d'argent est rigoureusement interdite dans notre établissement. Donc, s'il n'y a pas de club à Bayen, alors qu'est-ce qui pourrait faire club dans nos pratiques ? À quoi tient l'esprit club à Bayen ? Alors, on n'a pas de club thérapeutique. C'est pour ça que nous allons parler de fonction club au fur et à mesure de notre présentation. Et finalement, ça se regroupe un peu sous plusieurs questions. Qu'est-ce qui, dans nos pratiques, révèle ou relève de cette fonction club ? Et qu'est-ce qui maintient vivantes et efficientes nos pratiques ? Alors, on s'est rendu compte que l'esprit club avait beaucoup à voir avec le personnel soignant, d'abord, avec sa formation et sa culture. La fonction club, elle est aussi représentée par un ensemble de petites fonctions qui s'articulent les unes aux autres et qu'on va développer et illustrer. On s'attardera sur la notion d'horizontalité qui implique le faire ensemble. Et enfin, sur l'adaptation permanente de nos pratiques qui nous permettra d'analyser la place donnée à la programmation du hasard qui rejoint aussi la fonction club. Alors, sur la formation et l'esprit du personnel soignant, un savoir-être, une éthique. En considérant la psychothérapie institutionnelle au travers de son histoire, de ses outils et de sa transmission à travers le temps, il nous apparaît que dans nos pratiques et dans nos échanges au sein de l'équipe, qu'un prérequis de positionnement individuel et collectif est primordial. Ce serait un petit peu comme une ligne de conduite, des principes partagés. Finalement, ce serait un petit peu comment se poser la question, comment aborder l'être atteint de psychose. On ne soigne pas un trouble, mais une personne. Dans cette idée de double réflexion permanente sur nos pratiques, qui, je le rappelle, est un outil essentiel de la psychothérapie institutionnelle,
il émerge qu'un savoir-être est la condition nécessaire à l'élaboration et à la mise en place de soins et d'outils thérapeutiques. Nous avons identifié quelques principes essentiels qui se dégagent de nos pratiques professionnelles et que nous tentons de faire vivre dans le travail en équipe, et plus précisément, de soigner le lien entre les soignants. Pour imager ça, au travers d'un échange de mails avec le professeur de Lyon, que je vais citer, une petite phrase nous a interpellés: ce qui est le plus essentiel dans la psychiatrie, l'humain. Donc, si je reviens un petit peu sur des principes de psychothérapie institutionnelle pour y faire référence, soigner l'hôpital pour soigner les patients. On peut le voir au travers de notre hôpital de jour, grâce aux supervisions qu'on a la chance de faire aussi avec le professeur de Lyon. Lors des synthèses, toutes les décisions collégiales qui peuvent être prises, c'est-à-dire, on ressort souvent un petit peu des synthèses avec une impression de flou. Or, toutes les décisions qu'on discute et qu'on prend en équipe s'actent dans l'après-coup de l'élaboration clinique. Qui est faite en synthèse. Il y a aussi les forces de proposition, une équipe créative. Rien n'est impossible. Les projets qui ont lieu, les partenariats, etc. Les lieux pour s'exprimer, les réunions d'équipes éducatives, les synthèses et diverses autres réunions. Et les lieux pour se détendre, le bureau éducateur, le bureau des éducateurs, les moments de convivialité et les différents événements. Et aussi, l'esprit club est aussi dans ce que j'appellerais une intersection. Alors, on va parler un petit peu de cette notion d'intersection. Ce qu'on pourrait nommer par intersection ou zone d'intersection serait la partie qui s'opère entre l'hôpital et le club thérapeutique, entre l'intérieur et l'extérieur du fonctionnement hospitalier. L'intersection, ce serait un petit peu la confluence des lignes d'action, des lignes d'ouverture, de direction, qui se matérialisent dans nos pratiques soignantes. Un espace qui s'ouvre, une zone émergente d'un positionnement pensé et réfléchi en équipe, qui fait ressurgir la fonction club, qui permet de la mettre en exergue. On va faire une petite parenthèse poétique. Moi, cette notion d'intersection, elle me fait penser un petit peu à, si on imagine tous ensemble, un coucher de soleil sur la mer, le moment où le soleil il se fait aspirer au-delà de la ligne d'horizon, et ce tout petit instant qu'on peut saisir au moment où le soleil disparaît, ça pourrait peut-être être ça. Pour qu'un club thérapeutique puisse exister et vivre, 3 composantes sont essentielles à prendre en compte, à penser et à soigner. Tout d'abord, il y a l'ambiance du club, il y a l'espace du club et le temps du club. La zone d'intersection ne peut exister que dans la cohabitation du club thérapeutique qui prend en compte ces 3 composantes et l'hôpital. Ce qui à la fois permet et donne la possibilité au club d'exister en son sein, sans le régir et en dehors de la volonté du médecin psychiatre directeur, selon Houry. L'interdépendance entre le club et l'hôpital est réelle, et ce sont alors les allers-retours entre ces 2 espaces qui permettent le soin, à travers l'expression et l'articulation des petites fonctions qui caractérisent cette fonction club. Pas de club, pas de zone d'intersection, là ? Mais si, il y en a. Au travers de tous les ateliers qui sont proposés à l'hôpital de jour, à travers les séjours thérapeutiques, les diverses sorties au fur et à mesure de l'année, les temps de récréation, où on a pu voir aussi, par exemple, des patients à l'initiative de ballots prisonniers, où ils jouent entre eux, les différents temps de repas. Mais c'est sans oublier aussi l'extérieur, tout ce qui nous échappe, tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce que l'on ne voit pas ou que l'on ne prévoit pas. Par exemple, des groupes de discussion WhatsApp entre patients, des sorties restaurants, des activités
qu'ils organisent entre eux. Donc, pour reprendre ce que disait Hélène à ma droite tout à l'heure, on s'est dit que la fonction club, elle était articulée de plein de petites fonctions. Donc, on en a décliné certaines. Il y en a certainement d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Donc, la plus évidente qui nous apparaissait au début, c'était la fonction fatigue. La fonction fatigue, c'est celle de l'accueil. C'est ce qu'on fait au quotidien. Elle permet l'établissement et le maintien du contact. Ce serait un peu le « je suis disponible pour toi », voilà, qu'on pourrait adresser aux patients. Si je prends un exemple, pendant le confinement, on a vraiment cherché à maintenir cette fonction fatigue en mettant en place un blog pour pouvoir échanger avec les jeunes, tout ce qui a été le lien téléphonique, par mail, etc. La deuxième petite fonction, on les a appelées les petites fonctions. Voilà, pour les distinguer de la grosse fonction club. Donc la deuxième petite fonction, c'est la fonction phorique. Donc Pierre Delion en a parlé beaucoup mieux que moi ce matin. Mais du coup, je voulais le citer pour illustrer un petit peu ce que c'est que cette fonction phorique. Elle a à voir avec le portage, le concept de holding. Delion, il dit « être tenu pour ne pas se désintégrer, cesser d'exister, sombrer pour toujours ». Bon, bah, si je réfère à nos pratiques... nous, on a on se sert de cet outil de triple référence au sein de l'hôpital de jour, c'est-à-dire que chaque patient, quand il arrive à l'hôpital de jour, il a un référent psychologue ou psychiatre, un référent enseignant et un référent éducateur ou infirmier. Et donc, c'est cette triple référence, elle permet le transfert multiréférentiel nécessaire pour les adolescents psychotiques. La troisième petite fonction, c'est la fonction diacritique. Donc, elle permet de différencier chacun, de prendre en compte la singularité de chaque patient et de la considérer au sein d'un collectif. Par exemple, dans les ateliers thérapeutiques, en début d'année scolaire, on refait les emplois du temps de chaque jeune avec eux. Et on a le souci à la fois de constituer des groupes des groupes équilibrés, où il puisse y avoir une dynamique de groupe au niveau des ateliers, mais avec le souci quand même de qu'est-ce que ça apporte pour chacun des patients. Sur un atelier cuisine, par exemple, on va s'attacher à la dynamique du groupe cuisine, mais on va aussi penser que pour tel patient, on va aller travailler autour de la question de l'oralité pour lui, et pour d'autres, ça va être la question de le renarcissiser sur le plan de cette médiation. Voilà. Ça m'amène maintenant à parler de l'horizontalité, tout ce qui va être regroupement horizontal, où l'idée, ce serait l'effacement de toute hiérarchie. On le voit dans différents espaces, dans des ateliers sportifs où on fait avec eux, dans des sorties, par exemple, ou des projets. Des projets autour de la danse, où du coup, soignants et soignés dansent ensemble. On va jouer ensemble. Et j'ai l'idée de cette partie de foot qui a été organisée l'année dernière au Bois de Vincennes lors de notre sortie en fin d'année, où l'ensemble de l'établissement, l'ensemble des membres de l'établissement, tous les professionnels, tous les patients étaient réunis et où on a organisé une partie de foot. Donc il y avait à la fois le médecin directeur, les éducateurs, les patients, le cuisinier, voilà, qui se sont retrouvés à improviser cette partie de foot. Donc, je suis obligée de parler aussi d'une fonction responsabilité-confiance. Et là, je vais insister davantage sur la question. Alors, c'est à la fois la question de la responsabilité et confiance qu'on peut avoir entre nous, professionnels soignants, mais aussi sur le potentiel thérapeutique entre les patients. On a un jeune, par exemple, qui ne pouvait pas déjeuner au self le midi. Ce n'était pas possible pour lui. Donc, il s'est mis en place l'achat de chouquettes une fois par semaine, qui était à la base à l'initiative de l'éducateur référent, porté par l'éducateur référent. Et finalement, c'est un autre patient qui a dit « moi, je voudrais bien m'en occuper avec lui ». Et petit à petit, c'est lui qui s'est occupé d'aller chercher l'argent, d'aller chercher acheter les chouquettes, d'accompagner l'autre patient à la boulangerie à acheter les chouquettes. Et ce qui fait que nous, on a été complètement détachés de ça. Et voilà, c'était ce patient qui avait ça en responsabilité pour permettre à l'autre de se restaurer. Alors, je vais parler de la fonction décision-choix qui implique forcément de la discussion. Je ne sais plus au cours de quelle intervention ce matin, il était question de comment on peut se parler sans forcément rentrer dans le conflit.
sans forcément être dans du conflictuel. C'est un peu le postulat qu'on a, nous, c'est-à-dire qu'on peut être en conflit à partir du moment où c'est du conflit qui va être profitable pour les patients. Voilà, pour réfléchir d'un point de vue clinique à ce qui se passe pour chacun des patients. Donc ça repose sur une notion de confiance qu'on peut avoir entre nous, et ce qui nous amène ensuite à des décisions, à des prises de décision, à faire des choix qui sont, je vais dire, collégiales, voilà, qui ont été réfléchis de manière collective. Je vais reprendre aussi le terme de, enfin, ce dont parlait Pierre de Lion ce matin sur la liberté de circulation. Donc lui, il l'évoquait davantage sur la liberté de circulation de pensée, de parole. Nous, on le pensait aussi sur la circulation dans l'hôpital de jour. C'est-à-dire que chaque patient a un emploi du temps qui lui est propre. Donc, il a des ateliers dans lesquels il doit se rendre, des temps de classe dans lesquels il doit aller. Mais on accepte quand même qu'il puisse ne pas aller en classe, qu'il puisse changer d'atelier une semaine sur l'autre, qu'il puisse, voilà, on a quand même cette souplesse qui permet du coup au patient de pouvoir explorer les différents espaces et se poser là où il a envie de se poser. Donc, on a également repéré que sur le plan administratif, notre hôpital de jour s'appelle Hôpital de jour Gombaud d'Arnaud. Or, les soignants, les patients, les anciens soignants, les anciens patients et parfois même les partenaires le nomment Bayen. C'est le nom de la rue. Il est situé rue Bayen. Donc ici, le signifiant Bayen, on se dit qu'il permet l'inscription de l'hôpital de jour dans une histoire qui se raconte d'ancien à nouveau et qui perdure dans le temps. Donc là, on va parler de fonction d'historicité. Si je prends l'exemple on a un atelier journal. Si je prends l'exemple du journal, donc qui est édité à l'hôpital de jour, il s'appelle le Bayen Mag. On a un atelier qui s'appelle BTP, donc c'est du bricolage pour la faire courte. Et BTP, c'est Bayen Travaux Publics. Voilà, on va se servir nous aussi de ce signifiant pour faire exister quelque chose. Voilà, et donc avant de laisser la parole à Hélène, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces petites fonctions-là que je viens de présenter qui, articulées les unes aux autres, font émerger de la fonction club. Mais tout ça ne va pas sans une adaptation permanente et la nécessité de programmer le hasard ou d'organiser la précarité selon les termes de Houry. Le club est quand même le lieu où le soignant doit lâcher prise, accepter de ne pas maîtriser quelque chose qui nous échapperait, de laisser advenir ce qui doit l'être et qu'on n'a même pas imaginé. Tout peut se produire, y compris le rien, en passant par la lenteur, l'inertie, le non-faire, le conflit, le rejet. La fonction d'accueil de l'aléa et du hasard est fondamentale dans la psychothérapie institutionnelle et c'est même un outil de travail, cette clinique de l'inattendu. Dans notre attitude de soignant, nous devons rester vigilants dans notre disponibilité, ne jamais figer une pratique, même s'il est important d'en entretenir des rituels. Je pense à une phrase de Daniel Rouleau qui dit « Ne pas imposer à la rigidité du psychotique notre rigidité organisationnelle ». Et je prends l'exemple des repas partagés dans lesquels nous déjeunons tous ensemble, soignants et soignés, dans le même lieu. La commission repas permet aux jeunes de faire des propositions de menus, mais ce qui se joue lors des repas offre vraiment un terrain clinique extrêmement riche. Je pense que c'est le cas dans pas mal d'institutions. La fête annuelle de Bayen, avec ses réunions interminables et nombreuses de préparation, et aussi son impréparation, il faut le dire, ce qu'on appelle peut-être le fameux chaos organisé, qui permet d'accueillir les surprises, les prises de responsabilité, les crises et puis les moments merveilleux aussi. Les temps informels sont aussi particulièrement propices à la survenue du hasard. Ce sont des temps qui sont organisés afin que les jeunes s'organisent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'organise rien, à part ces temps informels. Mais toutes les activités et tous les lieux, si normés soient-ils, sont susceptibles d'accueillir l'improbable, que ce soit la salle de classe, l'atelier, une sortie, une réunion, un événement. Mais quand même, Hélène, la classe, c'est pas un club. Alors la classe, c'est pas un club parce qu'elle est très normative, elle correspond à une socialisation codifiée,
Elle représente la vie du dehors, la vie normale, entre guillemets. Je précise que certains patients viennent à Bayen le matin en disant qu'ils vont à l'école. Il y a donc quelque chose qui est imposé de l'extérieur, qui est contradictoire avec la définition même du club. D'autre part, la scolarité, elle cherche à transmettre un enseignement ou une formation, un savoir qui sont préexistants, du haut, celui qui sait, vers le bas, celui qui va apprendre. Donc, ce n'est pas du tout horizontal. La classe est une bulle aussi, un espace consacré, mais sans être un espace sacré quand même, mais qui est identifié comme un lieu de travail. Mais alors, le prof est-il complètement en dehors de cette fonction club ? Comment on peut repérer et développer certaines fonctions club énoncées plus haut pour faire que la scolarité ait pleinement sa place dans le processus de soins de la psychothérapie institutionnelle ? Si on reprend toutes les notions, traiter le sujet désirant, responsabilisation, horizontalité, lâcher prise, continuité, programmation du hasard, émancipation et liberté, on peut retrouver des éléments. Par exemple, dans la participation du prof à la triple référence, donc la fonction phorique. Il participe aussi aux ateliers qui sont co-animés avec un éducateur ou un infirmier ou un psychologue éventuellement, ce qui participe de la multiplicité des approches et qui offre une grande richesse d'observations cliniques. Et dans les projets aussi culturels et artistiques, il peut s'effacer complètement, même si l'architecture du projet est posée. Rien n'est imposé de ce que sera le vécu du projet. Et je pense, par exemple, au premier opéra participatif qu'on avait fait avec les élèves, dans lequel ils chantaient certains airs du Barbier de Séville avec les artistes au Théâtre des Champs-Élysées à certains moments du spectacle. C'était la première fois, on avait beaucoup travaillé, qu'ils assistaient à ce spectacle et qu'ils y participaient. Et ils étaient tellement enchantés en sortant qu'ils ont chanté. Et ils ont improvisé une descente des marches en chantant la finale, c'est-à-dire amour et joie immense rayonnent dans nos cœurs. C'était quand même un moment improbable et magnifique. Il y a d'autres activités qui ont à voir avec la fonction club, par exemple la réécriture de la charte des adolescents ou bien la BOOM, dans laquelle chaque jeune, l'expression personnelle de chaque jeune se déploie librement et où il prend des responsabilités, où il expérimente sa liberté de choix. Donc on peut dire que l'école assume sa non-fonction club et qu'en même temps, elle ne peut pas être simplement cela. Elle doit se réinventer en assumant certaines fonctions club et ces dernières permettent vraiment un lâcher-prise qui permettent également aux enseignants de devenir en soignants et d'apprendre des choses à partir des jeunes. Voilà. On peut dire que tous les aléas sont producteurs de sens, qu'ils nous contraignent à remettre en question nos pratiques, à abandonner nos certitudes et à travailler sur ce matériau vivant qu'est l'inattendu, qui émerge comme l'expression d'un sujet désirant. Alors, que dire de la poésie de ce hasard, riche et fragile ? Pour illustrer ça, j'avais envie de vous lire un extrait de Jean Houry dans 11h du soir à la Borde. Préserver cette lueur salvatrice de la précarité, le respect des choses précaires, des gestes, des regards, des façons d'être, la marque des pas, le grincement d'une porte, des feuilles qui volent, la pluie, le soleil, l'inutile dans toute sa transcendance. C'est à partir de ça qu'un monde peut se construire qui ne soit pas cimetière. Le club thérapeutique fonctionne donc comme un espace de fantasmatisation, de théâtralité. Il met en scène de théâtralité spontanée par opposition, par exemple, au psychodrame, qui est beaucoup plus organisé. Il met en scène des choses qui se jouent entre les patients, chez eux, en famille ou avec l'équipe. On peut parler de catharsis légère,
la catharsis légère pour la distinguer des effets cathartiques du psychodrame ou bien des entretiens dans le bureau des psys et de la psychothérapie elle-même. Il a donc des effets sur les soins. Il ne va pas sans rappeler non plus le potentiel thérapeutique des patients entre eux, qui visent toujours à lutter contre l'aliénation, qui vise l'autonomie hors du désir des soignants, qui permet la rencontre et les échanges, et qui aussi permet l'expression d'un désir, d'un jeu. Houry, dans son article sur les clubs thérapeutiques, observe aussi d'autres fonctions. Une aide au diagnostic dans un espace d'analyse pour le soignant, un élargissement des contacts et des interrelations entre tous les membres de l'institution, et donc des confrontations de points de vue et une meilleure articulation des groupes soignants-soignés. Et enfin, d'un point de vue pratique, un instrument de formation du personnel soignant. Merci. Je remercie l'équipe Bayen de ces interventions, de cette présentation de cette vieille notion, on peut dire vieille parce qu'elle date du siècle dernier, vieille notion d'un club thérapeutique. Vous avez très bien décliné effectivement les différentes fonctions, liste pas exhaustive comme vous aviez dit. Ce qui est important effectivement, c'est la fonction club. Et pas simplement le club dans ses aspects matériels, je dirais. C'est-à-dire qu'à la base, le club, en gros, est né à Saint-Alban dans les années 40, fin des années 30, début des années 40. Et à la base, c'est une association de loi de 1901, comme ça a été rappelé. Donc, un président, un trésorier, un secrétaire. Mais beaucoup ont fait l'expérience, et peut-être un certain nombre d'entre vous ici en ont fait l'expérience. Il ne s'agit pas d'élire un président, un trésorier, un secrétaire pour faire un club. Formellement, le club existera. On peut même lui trouver un nom. Mais il suffit, je veux dire ça de manière un peu une boutade, mais il suffit de trouver un grand paranoïa qui veut être président, un grand obsessionnel qui veut être trésorier, et voilà, on a un club. Et en fait, ça marche pas. C'est pas ça qui marche. C'est pas simplement non plus le fait d'avoir un local, d'avoir la salle où il y a marqué un écriteau club thérapeutique de Trucmuche. Ça, on peut le faire aussi très facilement. Et c'est pas pour ça qu'il y aura un club qui marchera. Et donc, ce qui est très important, je trouve, c'est que vous avez, dans le contexte qui est le vôtre, hôpital de jour, avec une fonction d'enseignement, avec une école, vous réfléchissez sur la fonction club que vous déclinez en une série de petites fonctions. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pas une fonction massive. Il y a différentes adaptations possibles. Et ça me paraît très intéressant. Et alors, là, aujourd'hui, j'aimerais bien vous questionner un petit peu sur la question que je trouve qui a été un petit peu vite évacuée, je dirais. C'est la question de l'argent. Alors, on peut dire la question de l'argent par rapport à la fabrication d'une ambiance, etc. Ça pourrait être secondaire. Non, pas du tout. La question de l'argent, comme vous le dites, elle est quand même au premier plan. Vous êtes dans l'impossibilité, vu que vous travaillez avec des adolescents, des mineurs, vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir assurer une circulation légale de l'argent. Et j'ai envie de vous poser la question parce que, certes, le club thérapeutique est né avec le mouvement de psychothérapie institutionnelle, mais parallèlement, il y a le mouvement qu'on a appelé la pédagogie institutionnelle. Et cette question de l'argent, notamment, a été travaillée du côté de l'école. Comment on fait avec l'argent à l'école, avec les enfants? Et là,
je citerai mon camarade Pierre-Johan Lafitte, qui a beaucoup travaillé là-dessus, que certains d'entre vous connaissent, ou certaines d'entre vous connaissent, qui a beaucoup travaillé sur cette articulation entre les praxis de la pédagogie institutionnelle et de la psychothérapie institutionnelle, et notamment sur cette question de l'argent. Il y a une notion importante, me semble-t-il, dans la pédagogie institutionnelle, qui est la monnaie intérieure. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez parlé d'un journal. Vous faites un journal. Bon, on pourrait dire la question de l'argent pourrait se poser un peu de manière similaire. Le journal, il faut normalement un directeur de publication, un gérant. Un mineur ne peut pas être gérant ou directeur de publication. Donc voilà, ça va être un adulte, ça va être un référent, autre. Mais n'empêche qu'une fois cette fonction légale assumée, je veux dire, une rédaction peut avoir lieu, peut entraîner tout un travail auprès des gens. Et avec l'argent, c'est pareil. La monnaie intérieure, finalement, elle pourrait la fonction de l'échangeur universel de l'argent, qui est quand même un élément qui pourrait être très important par rapport au travail fait avec ces adolescents, pourrait être prise en charge par une monnaie intérieure. Donc je voulais vous poser cette question. Est-ce que c'est une notion que vous vous êtes posée ou non? Voilà. Je ne parle pas d'argent, donc je laisse la parole à mes collègues. Merci. En fait, pour cette question d'argent, alors cette question de club thérapeutique, de fonction club, ça fait quand même des mois et des mois qu'on y réfléchit dans le cadre à la fois de séminaires, à la fois de soirées de travail, voilà. Et c'est vrai qu'on se disait, mais c'est pas possible d'avoir un club thérapeutique en pédopsie avec des mineurs, donc sachant que nous, on a des mineurs et des majeurs, puisqu'ils ont entre 12 et 20 ans, donc c'est pas possible. On est un peu parti de ça, et puis finalement, la réflexion, elle évolue jusqu'à lundi dernier, donc cette semaine, où en réunion de synthèse avec l'ensemble de nos collègues, voilà, on leur a un petit peu présenté ce qu'on allait vous dire aujourd'hui. On avait le souci de pouvoir aussi en discuter avec eux, et où finalement, au cours de cette synthèse, en ayant fait 2-3 petites recherches avec notre téléphone, on se dit, mais c'est tout à fait possible qu'un mineur soit président d'une association loi 1901, et en plus c'est tout à fait possible qu'il puisse signer des chèques. Donc tout ça c'est très encadré au niveau juridique et administratif, mais voilà, c'est des choses qui jusqu'à présent on mettait ça un peu de côté en se disant c'est pas possible, et puis voilà, la réflexion elle avance. Pour répondre à votre question, on n'y a pas réfléchi davantage. L'idée de la monnaie intérieure, moi ça me questionne juste sur sur l'aller-retour intérieur-extérieur. C'est-à-dire qu'à quel moment notre monnaie intérieure, elle serait transformée pour pouvoir aller à l'extérieur et du coup dans la société, et pas rester à l'interne de l'hôpital de jour, puisque c'est pas le but. Donc voilà, je dirais que la réflexion, elle est là en fait. Elle a émergé avec cette journée d'aujourd'hui. Juste pour compléter un petit peu, quand on a commencé à réfléchir sur cette question-là, c'est un peu la première problématique qui s'est posée à nous. Et on s'est dit, si l'argent c'est un problème, dans ce cas-là on fait rien, parce que tout de suite ça va nous bloquer. Et finalement, en réfléchissant et en échangeant avec les collègues lors de séminaires, on se disait que l'argent, certes c'est un moyen financier, mais c'est aussi avant tout un moyen d'échange et un moyen de partage. Et finalement, est-ce que ça serait pas aussi un moyen de pouvoir sociabiliser et d'utiliser le langage dans les échanges aussi avec nos patients atteints de psychose? On pourrait dire que la préoccupation autour de l'argent, c'est plutôt une défense contre une mise en forme bien concrète du club, et que en fait tout ce questionnement autour du club, c'est de la psychothérapie en acte, comme on est en train de le faire en ce moment, et en particulier avec cette réflexion qu'apporte Olivier, c'est-à-dire qu'on va incorporer ces suggestions et on va avancer vers la possible réalisation, mise en forme concrète d'un club, sachant qu'effectivement, comme on l'a montré, l'esprit club
avec cette addition de fonctions club. C'est déjà là à Bayen. J'ai en tête, par exemple, un jeune homme qui est venu parler à la journée inclusion le 3 juillet, qui a parlé de son expérience. C'est un jeune homme de 27 ans qui vivait très mal sa scolarité. Il était très persécuté. Il est arrivé à Bayen et donc lors du premier entretien, pratiquement lors du premier entretien ou lors de sa précure, en fait, il a compris de lui-même que, alors que sa scolarité, très difficile en milieu ordinaire, était en fait organisée sur le mode de « on attend quelque chose de lui », à Bayen, on n'attend rien de lui. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir apprendre les choses comme à son rythme et selon, en fonction de son propre niveau et en fonction de là où il en est. Et en fait, il a été sensible à l'ambiance. Et c'est-à-dire que c'est par l'ambiance qu'il a pu sortir d'une logique dans laquelle, en fait, il se sentait l'objet d'injonctions très, très violentes et très fortes, notamment du côté du scolaire. Et Bayen, à ce moment-là, a eu cette espèce d'effet club, c'est-à-dire que la hiérarchie violente de l'éducation nationale a été remplacée par cette horizontalisation dont on a parlé, cette déhiérarchisation à laquelle il a été sensible, sans pour autant qu'on ait dit il y a un club à Bayen, sans pour autant qu'on ait expliqué grand-chose. Il y a vraiment cette notion d'ambiance qui s'inscrit dans une histoire, l'histoire de Bayen, à laquelle il a été sensible. Je disais tout ça pour dire qu'effectivement, ces choses sont en construction en fait, permanente. En fait. Voilà. On va peut-être passer sur les questions dans la salle. Oui, Philippe Bichon, psychiatre à la Borde. Je voulais vous remercier de votre intervention. C'est vrai que depuis ce matin, j'avais pas beaucoup entendu parler du potentiel soignant des enfants. Et c'est vrai que ça me paraît être une notion très importante dans la question du club, hein, puisque la question du club, c'est aussi, à mon avis, comment on appuie et on développe le potentiel soignant des gens dont on s'occupe. Alors c'est aussi pour ça, d'ailleurs, on peut dire cette fonction soignante des patients dont on s'occupe avait fait remettre en question par Rory la pertinence de distinctivité entre les soignants et les soignés. Hein. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à élaborer cette notion. Il y a des payants et des payés, et il y a une fonction soignante. Et il me semble que le club, un de ses points importants, c'est cette fonction soignante. Et là, on entend parler, par exemple, l'enfant avec les chouquettes. Ça me semble une illustration où ce matin, quand même, cette personne qui a la responsabilité de la clé, ça modifie quelque chose. Et je pense que ça, c'est important aussi sur la question de la déhiérarchisation. Parce que si, en tant que payant, on colle au statut de soignant, finalement, on écrase cette dimension soignante qui existent chez les patients dont on s'occupe et qui souvent même peuvent avoir, si on en tient compte, des accès qu'on n'a pas. Il y a certains patients avec qui, en étant payés pour être là, eh ben, on a des difficultés d'accès. Alors que parfois, c'est d'autres patients qui vont pouvoir avoir accès à ce patient. Donc ça me semble une chose très importante, cette question de la responsabilisation, mais aussi de tenir compte de la fonction soignante. Et puis là, c'était juste une petite intervention, un petit commentaire, mais sur la question de l'école, tu faisais référence, Olivier, à toute l'expérience finalement aux frères de Jean Houry, à Fernand Houry, à la pédagogie institutionnelle. Mais la fonction club existe, un peu comme vous la développez dans la pédagogie institutionnelle. Il y a quand même cette réunion qui me semble importante du matin, qui est le Quad 9, et qui justement va travailler quelque chose de l'ambiance que les enfants amènent avec eux, du lieu où ils viennent, de leur famille ou d'un autre lieu, et que le Quad 9 permet de travailler quelque chose. Et il y a aussi cet autre outil qui est important en pédagogie institutionnelle, qui est le conseil.
Et je pense que ça, c'est des outils, alors que je ne sais pas si vous avez un peu travaillé sur ces questions-là, et si ça pourrait vous aider justement dans la fonction club, dans l'école. La fonction accueil le matin, le quad neuf, bonjour, etc. On a un temps consacré à ça le matin, justement avant de commencer la scolarité. Après, il y a pas mal de rituels dans les classes d'accueil quand ils arrivent. Et puis sinon, pour revenir à l'idée de... je ne sais plus ce que je voulais dire, des précédentes, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Ça me reviendra tout à l'heure. Hein. C'est pas grave. J'ai pas retrouvé. Oui, le potentiel thérapeutique des soignants, excusez-moi. Des patients entre eux, je pensais aussi à cette fonction d'accueil qu'ils assurent pour certains d'entre eux en accueillant les nouveaux et en leur racontant un petit peu l'histoire de Bayen ou leur propre histoire. Et on la trouve également quand les anciens viennent à la fin de l'année, à la fête de fin d'année, où ils retracent un peu l'histoire de l'établissement. Voilà. Carlos Parada, ici. Petite observation que je n'ai pas réussi à faire non plus, mais le club a aussi une fonction d'analyse de l'hiérarchie. Et l'argent, ce n'est pas tellement un empêchement. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas discuter comment sont financés et créés chaque atelier à l'intérieur d'une institution. Quand on décide, on va faire, je sais pas, du papier mâché, comment on va le payer, combien ça coûte, etc. Ça peut être... même si c'est la directrice qui décide in fine, comment c'est porté, discuter ensemble, calculer des caisses de chaque groupe, j'en sais rien. Vous devez faire un peu ça, j'imagine. Mais là, c'est l'argent qui décide. Il y a une des fonctions club. Je ne sais pas en fait si c'est l'argent qui empêcherait. Enfin, disons que nous, c'est un petit peu de ça qu'on est parti. C'est ce qu'on disait en fait. À l'intérieur de l'établissement, à Bayen, sur notre charte des adolescents, voilà, interdit de faire circuler de l'argent. Donc ça, ils n'ont pas le droit de faire circuler de l'argent entre eux. Et pourtant, c'est faux. Nous, on en fait circuler de l'argent. Quand on leur donne de l'argent pour qu'ils aillent acheter tel truc pour l'atelier cuisine ou l'atelier pâtisserie, finalement, ils circulent l'argent. Donc, c'est un empêchement sans en être un, en fait. Mais on ne s'est jamais dit, on va faire un club thérapeutique à Bayen. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est de se dire, mais on travaille en psychothérapie institutionnelle et on sait que cet outil, le club, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Alors, on n'en a pas. Donc, comment on peut aussi se revendiquer de psychothérapie institutionnelle si on n'a pas de club thérapeutique ? Et c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'est partie notre réflexion, et à se dire, mais on n'a pas de club, mais pourtant, il y a plein de choses qui font fonction club. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si l'argent est un empêchement, en fait. Après, sur cette question-là aussi, étant donné qu'on est avec des mineurs, on a aussi le souci de la réflexion du travail avec les familles là-dessus. C'est-à-dire qu'on est forcément... là où avec des majeurs, on va s'adresser à des majeurs qui vont être responsables... Voilà, quand je dis responsable, c'est en admettant qu'il n'y ait pas de tutelle, curatelle et compagnie. Voilà. Mais avec des mineurs, il y a forcément cette question aussi de responsabilité et de comment on le travaille avec les familles. Aujourd'hui, on n'en est pas là, en fait, dans notre réflexion. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Pour continuer à appuyer Elisabeth Forveille, ex-Montreuil, ex-psychologue Montreuil. Ah, on m'entend pas ? Ah oui. Voilà. Pour continuer, pour finir sur la question de l'argent, tout à fait dans le même sens que Carlos Parada, dans les lieux de pédagogie institutionnelle où c'est des enfants moyens et même petits, on mutualise l'argent de poche, on vend des gâteaux, il y a moyen de travailler sur l'argent. Et moi, je l'ai fait à l'hôpital psychiatrique avec des enfants très autistes, de mutualiser l'argent et de décider comment on va le dépenser et que ça devienne un outil. Voilà. Mais ce n'était pas le principal de mon intervention, c'était surtout sur la question des référents. Vous avez dit au début que chaque enfant a un référent, 3 référents, et c'est sa constellation transférentielle. Et donc,
Alors, est-ce que les enfants choisissent les thérapeutes qui vont constituer leur constellation transférentielle? Sinon, c'est un autre parti pris, mais on peut pas parler de constellation, peut-être pas parler de constellation transférentielle. Hein, ça se tient, on peut faire autrement, mais on ne peut pas parler parce que la constellation transférentielle, c'est ce qu'on a repéré, c'est si on avait repéré que les enfants ont un transfert avec le chauffeur, avec la cuisinière, mais pas forcément une collusion des statuts et des fonctions. Voyez-vous ? Voilà, c'était sur ça que je voulais intervenir. Et donc, ça rejoint la problématique ce matin très bien exposée de la personne qui était psychothérapeute, et puis que l'enfant ne voulait pas venir à ces séances. Et donc, la question, elle peut se poser autrement. C'est avec qui l'enfant fait-il son transfert, même si c'est un transfert multifocal. Voilà. Bon. Je pense que nous devons passer à l'intervention suivante. Sauf c'est une dernière question, mais... Oui, alors excusez-nous, en fait, on n'a pas parlé de constellation transférentielle, je crois, en tout cas. En tout cas, à Bayen, on ne parle pas de constellation transférentielle. Effectivement, il y a un trio de références, effectivement assez officiel, avec peu de choix, mais des choix possibles quand même parfois à certaines occasions. Et pour nous, les constellations sont des moments qui se passent en présence des jeunes. Donc, les constellations, c'est des moments de réunion organisés autour d'une situation un peu conflictuelle ou difficile, avec un jeune qui passe à l'acte, des conflits entre adolescents, avec des invitations par le jeune, de certains soignants, de certains autres adolescents, etc. C'est ça. Pour nous, les constellations, c'est ça. Mais on ne les appelle pas d'ailleurs constellations transférentielles, on les appelle constellations tout court. Ensuite, la question une des questions de ce matin rejoint ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le traitement de l'aliénation psychotique et le traitement de l'aliénation sociale. C'est-à-dire que le club, comme je l'ai dit, c'est un peu une mise en forme du traitement de l'aliénation sociale, une espèce de forme un peu presque parfaite de traitement de l'aliénation sociale. Mais je pense que c'est important de souligner que ça permet le traitement de l'aliénation psychotique qui prend la forme de la psychothérapie. Alors, j'entendais qu'à l'EPI, il y avait la possibilité d'avoir des séances de thérapie 2 fois par semaine, et effectivement, ça crée un maillage très fort. Et je crois que c'est important d'avoir en tête cette tension qu'on entendait dans un échange de questions avec la question de la cure de Sainte-Anne, c'est-à-dire est-ce que finalement la psychothérapie institutionnelle, tout se passe dans la circulation, dans l'établissement, d'un atelier à un autre, d'un espace à un autre, d'une rencontre à une autre, ou est-ce qu'il y a effectivement une consécration, une sacralisation, je ne sais pas, du colloque singulier. Et ça, c'est Bonafé. Et dans l'article d'Oury sur le club, il y a une réflexion autour de cette protection du colloque singulier, ce qui est avancé par Bonafé, et en fait une tension dans la réflexion autour de la mise en forme de l'articulation entre traitement de l'aliénation psychotique et traitement de l'aliénation sociale. Aujourd'hui, on a développé en fait le fait que finalement la psychose, elle exige la psychothérapie institutionnelle. On ne peut pas traiter les patients psychotiques si on ne traite pas l'aliénation sociale. Derrière ça, comment traite-t-on l'aliénation psychotique ? Est-ce qu'on traite l'aliénation psychotique avec des séances, avec un maillage serré, hyper continu ou pas ? Et là, évidemment, je crois qu'il y a un débat qui serait effectivement hyper intéressant d'avoir. Voilà. Moi, je compléterais bien sur la référence. Je trouvais ça assez intéressant, la question sur la référence, parce que même si nous, dans notre fonctionnement, elle est décidée en amont par les soignants, finalement, on s'aperçoit que dans le travail du quotidien, c'est pas forcément la triple référence qui va être le plus en lien avec certains patients. Moi, j'ai le cas d'un de mes patients que j'ai en référence. Il ne va pas en classe, donc il voit très peu son enseignante. Il doit être présent à des rendez-vous de référence 1 fois sur 3 ou sur 4, quand il est à l'heure.
Et moi, je le laisse sur aucune de mes activités. Pour autant, il s'entend très bien avec la personne qui s'occupe de tout le bricolage et de toutes les réparations au sein de l'établissement. Et il a un très bon lien avec un de mes collègues éducateurs depuis des années. Et ça n'empêche pas la référence, et ça n'empêche pas le lien et le transfert. C'est pas parce qu'on est dans une triple référence qu'on a un transfert privilégié ou pas. Et en fait, on s'attarde pas forcément sur ces questions-là. Et justement, c'est tout l'échange et tout le travail qui est mis en place au sein de l'institution avec les collègues qui permet ça aussi, quoi. Merci beaucoup.